Donc Monsieur Lambert, bonsoir. Bonjour. Bonjour, donc merci déjà d'être venu au Magic. On est vraiment ravis de vous voir ici. C'est très bien de voir un Français en France et en plus dans un salon de très grande qualité. Donc nous, moi je représente donc le média Ma Vie de Geek, donc qui parle un petit peu de tout, donc ça porte son nom. Et donc on va revenir très rapidement sur votre début, donc de là où vous êtes né et jusqu'à votre consécration du César du meilleur acteur. Ouais. Donc si j'ai bien pris mes petites notes, donc vous êtes né donc à Great Neck, ouais. Donc une banlieue de New York. Ouais. Très rapidement donc vous arrivez en France. En Suisse. En Suisse exactement. Ouais. D'accord, ok. Et donc à 22-23 ans, vous jouez dans Le Bar du téléphone, un film policier français. Et en 84, c'est là où on vous connaît donc dans un des premiers grands rôles dans Greystock. Ouais. Donc à ce moment-là, pensiez-vous avoir un début de carrière aussi fracassant ou pensez-vous que c'était juste pour vous amuser à l'époque, juste pour prendre du fun? Ah non, c'était pas... Moi j'ai toujours voulu être acteur depuis l'âge de 12 ans. D'accord. C'était quelque chose et acteur de cinéma ou de télévision, mais pas de théâtre. D'accord. Et pourtant j'ai été au cours Florent, j'ai été au conservatoire. Moi, j'ai eu la chance qu'on me prenne au conservatoire. Pour vous donner une idée, après la scène moderne, j'avais l'unanimité. Et après la scène classique, les mecs ils se sont dit mais qu'est-ce que ce mec vient foutre ici? Parce que donc il me manquait une seule voix. Et c'est Francis Huster qui me l'a donné en me disant je sais pas ce que ce mec fera, mais il fera quelque chose. D'accord, vous avez donné un peu comme votre chance et puis... Voilà, donc je suis passé avec 10 voix sur 18. Et j'étais en ballottage avec 9 voix et 9 voix. D'accord. Donc il a donné sa voix, ce qui fait que je suis passé avec 10. Très bien. Donc je me suis retrouvé au conservatoire où j'ai pas compris grand chose. Parce que je voyais pas, la seule personne où je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire, c'est un grand acteur de cinéma, de théâtre, c'était Michel Bouquet. Parce que c'était pas un professeur, c'était quelqu'un qui avait une telle passion, mettait son cœur par terre, le piétinait, il donnait tout à ses élèves. Et je me suis dit, c'est ça ce métier, c'est que ça. D'accord, bon, c'est déjà une très très belle réponse pour une première question. Déjà, ça nous met déjà dans l'ambiance de votre directive que vous vouliez à l'époque. Et donc là, on se retrouve en 1985 et l'année où vous avez donc le César du meilleur acteur. Donc avec le film de Luc Besson qui est Subway. Ouais. Et donc en fait déjà à l'espace de 2 films vous avez quasiment touché le Graal et plus cette récompense qui vient déjà concrétiser un début de carrière fracassant. Là c'est à ce moment-là quel est vraiment votre sentiment en tant que jeune acteur de se dire en très peu de films j'ai déjà une récompense que beaucoup cherchent après de très longues années et vous quasiment c'est instantané. Alors est-ce que vous pensez que c'était parce que vous aviez ce petit talent qui faisait la différence ou c'était vraiment la passion et puis l'acharnement au travail qui a fait que au final vous êtes arrivé à ce Graal? Non, je ne peux pas dire ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis vous savez, j'ai jamais fait et je ne fais pas ce métier pour chercher la récompense. Ma récompense c'est le public, point final, c'est que ça. Ça c'est la vraie récompense. Que mes pairs m'aiment ou même pas, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le contact que j'ai avec le public. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est le plateau de tournage, pendant qu'on tourne, c'est ma famille. Et puis après, mon autre famille, c'est le public. Au milieu de ça, les récompenses ne m'intéressent pas du tout. D'accord. C'est-à-dire, si on m'en donne une, je suis content. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai remercié mon frère pour ce César et je l'ai filé à ma mère. Donc je ne l'ai jamais gardé chez moi. Et là, il doit être quelque part dans une cave ou un storage. Donc c'est pas la vraie récompense, c'est pas ça. C'est pas une gloire d'avoir un César, un Oscar. Ça fait plaisir. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui doit motiver le fait qu'on aime devenir quelqu'un d'autre. Et la passion avant tout, c'est sûr. C'est certain.
Donc là, on s'aperçoit très vite que ces deux rôles ont captivé le public français, que sont donc Connor dans Highlander, mais aussi donc Raiden dans Mortal Kombat. Donc là, on se rapproche beaucoup plus du milieu du jeu vidéo avec des personnages fantastiques, donc ont été vraiment créés de toutes pièces. Et forcément, donc nous, les gamers ou les geeks que nous sommes, on a vite accroché à ce type de personnage avec Raiden qui a des pouvoirs magiques et qui combat d'autres ennemis qui ont aussi d'autres pouvoirs et d'autres mécanismes pour tuer leurs adversaires. Et donc forcément ça nous rapproche du monde du jeu vidéo. Est-ce que vous jouez ou vous avez joué ou est-ce que vous avez quand même un œil averti sur ce milieu? Alors je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure pendant la masterclass. Je parlais de Nirvana, c'est que Nirvana, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non, malheureusement. Il y a tout un concours de gens qui ont des lunettes. Donc le metteur en scène, le film, il date de 97. Donc, ouais, c'est ça. Ma fille avait 4 ans. Donc de 97, il avait déjà la vision de ce qu'on a aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Et c'est une compétition entre geeks qui va jusqu'à la mort. D'accord. Et donc, moi je trouve ça assez fascinant, pas la mort, mais ces compétitions qui existent aujourd'hui, qui sont vues par des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui font la compétition sur des jeux vidéo. Je trouve ça incroyablement intéressant. Maintenant, il ne faut pas que ça dépasse le cap de la relation humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre simplement dans un monde virtuel, dans un monde de plastique, parce que sinon on est foutu. Donc il faut arriver à communiquer d'une manière normale. Comme moi je l'ai appris, comme j'imagine vous avez dû l'apprendre, un peu moins peut-être. Oh, j'ai 40 ans donc j'ai connu quand même le balbutiement de ça où on se retrouvait. Donc on se trouvait tous ou chez l'un ou chez l'autre à partager, à échanger physiquement et réellement. Des choses qu'on perd aujourd'hui et il ne faut surtout pas perdre ça. Tout à fait. C'est l'essentiel de l'être humain, c'est d'être humain, c'est de communiquer. Et on ne peut pas communiquer à travers un écran plastique. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Comme je viens de vous le dire, j'ai connu ça. Donc, Alors je ne suis pas du tout contre, je trouve ça intéressant. J'ai joué aux jeux vidéo, mais moi je jouais aux arcades et qui m'amusaient beaucoup. Comme à l'époque quand j'étais petit, je jouais au flipper. Eh oui. Mais c'est pas quelque chose qui me bouffait la vie. Aujourd'hui j'ai un téléphone portable comme entre guillemets pratiquement tout le monde, mais j'essaye que ça ne me bouffe pas trop ma vie. Je pense pas qu'on peut avoir une relation affective avec quelqu'un uniquement par téléphone. C'est vrai. Faut voir la personne, faut la toucher, faut la sentir, faut la regarder, faut l'aimer, etc., etc. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement moi le ressenti que j'en ai, et forcément du besoin de ce contact humain réel surtout, et de vivre et partager des choses de la vie de tous les jours et non pas au travers de messagerie virtuelle. Bien sûr. Bon, c'est très intéressant justement que vous parliez de la réalité virtuelle parce que c'est ma prochaine question. Donc là on parle de technologies qui sont vraiment qui commencent à se développer à une vitesse grand V. Bon, maintenant on a de l'argent pour ça, c'est reconnu en tant que tel, ça dépasse le budget du monde du cinéma, parfois sur quelques jeux qui dépassent des centaines de millions d'euros. Bien sûr. Et donc là avec la réalité virtuelle on rentre vraiment dans un monde comme le film qui est sorti récemment, donc Ready Player One et de Spielberg, justement qui montre ce que vous disiez un peu, c'est on vit dans un monde virtuel, ça peut être dangereux si on n'arrive pas à décrocher de celui-ci. Exactement. Et donc par rapport à votre vision et votre expérience, vous qui jouez donc au flipper et à des bornes d'arcade, si aujourd'hui vous aviez les moyens, la technologie et on va dire du no limit, est-ce que vous auriez la capacité ou l'idée de créer un jeu virtuel ou pas, en passant par un casque ou pas, quelle serait votre vision, le thème, les idées ou ce qui peut vous passer par la tête, parce qu'on a tout un chacun dans notre tête forcément des idées folles qui ne sont peut-être pas réalisables ou réalisées encore à l'heure d'aujourd'hui. De le rendre humain. D'accord. C'est-à-dire, pour pouvoir décrocher de quelque chose qui déshumanise,
il faut montrer, que ça soit à travers la réalité virtuelle, une réalité réelle. Et c'est marrant, vous parliez de ça parce que j'étais à New York et j'ai été dans ce... ils ont créé un centre de réalité virtuelle avec les casques et je peux pas vous dire que c'était pas hallucinant. J'ai pris mon pied, je me suis bien amusé, mais j'irai pas tous les jours. Bien sûr. Par contre, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et moi, je pense qu'il vaut mieux créer des centres comme ça, dans lesquels on va comme à une époque, on allait au cirque, comme à une époque. Il faut que ça devienne une fête, un événement, mais pas passer toute la journée là-dedans. C'est pas possible. C'est vrai ce que vous dites, parce que moi-même, donc, ils en ont ouvert un aussi à Montpellier, maintenant qui est le plus grand espace de France, avec plein d'expériences. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On arrive à faire quand même de l'escape game qui est très récent dans le concept, mais on arrive à faire de l'escape game en réalité virtuelle, ce qui est quelque chose quand même d'hallucinant. On a des sièges simulateurs qui nous transportent dans un roller tycoon qui est affolant, où on arrive à perturber le cerveau, le sens, la vue. C'est quand même assez fou. Et c'est vrai qu'on peut très vite quand même perdre la notion du temps et la notion humaine, comme vous disiez. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que ça peut aussi devenir dangereux. C'est-à-dire, moi j'ai fait un jeu où on marche sur une poutre. Ah oui, en haut d'un immeuble. Ouais, en haut d'un immeuble. Est-ce que vous avez eu le chat ou pas? Ah non, juste vous tombiez. Voilà, on tombe. Et si tout à coup on se dit, si je peux le faire avec ça, je peux le faire dans la vie. Bien sûr. Ça devient dangereux. Par contre, j'ai conduit des Formule 1 fabuleux, avec, comme vous dites, les sièges qui bougent, le bruit du moteur, les vitesses, etc. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Quand je vous dis que je ne vais pas y retourner, la prochaine fois que je suis à New York, je vais y aller. Mais il va se passer 2 mois. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. C'est drôle que vous parliez de cette expérience de l'immeuble et de la Formule 1. Moi, j'ai fait l'expérience sur PlayStation de revivre la mission Apollo 11. Ouais. J'ai fait cette expérience, c'est juste incroyable parce que quand on arrive, on voit le hublot et on se penche et on voit le soleil qui nous percute. C'est quand on re-rentre la tête à nouveau, le soleil disparaît. C'est vraiment une immersion assez incroyable. Alors, je parlais avec cet astronaute français qui me disait que pendant ses missions, il voyait le soleil se lever, se coucher, la lune, toutes les 45 minutes. C'est vrai. Et ça, c'est hallucinant. Alors, si je crée un jeu comme de réalité virtuelle par rapport à ça, c'est ça que je ferais. C'est rentrer dans un village africain, voir la souffrance, voir la gaieté, voir la gaieté de gens qui n'ont rien, voir le fait qu'ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Quelque chose qui amène quelque chose d'humain par rapport à cette réalité, ce qui n'empêche pas de l'autre côté d'avoir des jeux qui sont juste là pour le fun. Je veux dire que ce soit des jeux de guerre, que ce soit de la Formule 1, que ce soit à la poutre, bon, très bien, mais d'amener aussi quelque chose qui leur fait prendre conscience d'autre chose. Ok, je bois vos paroles, c'est exactement ce que je pense aussi, on peut amener plein d'expériences avec cette expérience. Exactement. Donc, bon, je vais vous laisser sur une dernière question, mais déjà je vais vous remercier d'avoir pris le temps. Merci à vous. Pour cette interview. Si vous aviez un conseil à donner par votre sagesse, votre expérience et tous les corps de métier que vous avez pu toucher dans ce milieu, pour quelqu'un qui voudrait passer devant ou derrière la caméra, qu'il soit jeune ou moins jeune, parce qu'à tout âge on peut réaliser le rêve que l'on a en tête, qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil tout simple? Le cœur, la passion, d'aimer en mourir ce qu'on fait. Ne pas se poser de questions, pas calculer les choses, d'être simplement soi et de ne pas prétendre à être quelqu'un d'autre. Même si c'est paradoxal ce que je dis, puisque en fin de compte, en devenant un personnage, c'est paradoxal par rapport à ce que je dis, c'est la réalité. Dans la vie, je suis moi. Je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Au cinéma, je suis moi, personnage, qui devient quelqu'un d'autre, mais qui ne prétend pas être autre chose que ce personnage. Donc ça se rejoint.
Eh bien, très bien. En tout cas, je vous remercie, M. Lambert. Merci à vous. Et puis encore merci pour toute votre carrière qui a été magnifique, de par les films que vous avez pu faire ou les actions que vous avez pu mener. Donc, voilà. Je voulais juste vous le dire, vous êtes un grand monsieur. Personnellement, je vous respecte beaucoup. Donc, merci. Voilà. Et puis merci de m'avoir accordé cette interview pour ma vie de geek. Merci bien. Avec plaisir.